Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à ce webinaire organisé par le CNMKR. Alors avant de lancer la soirée, du coup, je vous présente un petit peu quelles sont les personnes ce soir et à commencer par moi du coup. Donc moi je suis Mathieu Noirot, donc je suis kinésithérapeute exerçant sur Carbone, donc une petite ville au sud de Toulouse, au sein d'une maison de santé. Et donc je suis actuellement élu national au SNMKR en charge de la santé environnementale. Donc c'est une thématique qu'on met de plus en plus en avant au sein du syndicat. Et ça fait notamment un peu plus d'un an maintenant qu'on a créé une commission à cet effet, donc la commission en santé environnementale, et qui est actuellement la commission qui rassemble le plus de membres parmi nos commissions au SNMKR. Comme quoi cette thématique suscite beaucoup d'intérêt chez nos consoeurs et confrères. Cette commission, donc ça fait un an qu'elle travaille. Elle a déjà réalisé un gros projet politique, donc qui fait partie maintenant du projet politique global du SNMKR. Ce projet va maintenant forcément s'affiner au fil du temps et au fil des aspirations des kinés. Vous avez dû le voir passer ou pas. On est en train de relayer une enquête auprès de tous les kinésithérapeutes sur ce sujet de santé environnementale et de transition écologique. On va peut-être pouvoir vous le remettre en commentaire là dans le live. Si vous n'y avez pas encore répondu ou si vous avez des collègues, des confrères ou consoeurs qui n'y ont pas encore répondu, n'hésitez pas à la partager. Elle est ouverte jusqu'au 7 février. Ça nous permettra d'affiner un petit peu notre projet en cohérence avec votre sensibilisation et vos attentes sur cette thématique. Vous avez dû voir aussi passer quelques communications sur les dernières semaines. C'est vrai qu'on est dans une séquence où on parle beaucoup de ce sujet-là. On vient aujourd'hui aussi de publier donc le deuxième épisode du podcast du SNMKR qui est dédié à ce sujet. Donc là aussi, on pourra éventuellement vous remettre le lien en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, c'est une petite demi-heure qui approfondit un peu plus les sujets en lien avec les communications que vous avez vues ces dernières semaines. Au sein de ce podcast, on parle d'un sujet qu'on va un petit peu aborder ce soir et j'aimerais mettre un petit peu l'accent dessus parce que ce soir, on parle d'un sujet assez complexe avec un fort enjeu. Et du coup, il peut y avoir aussi certains freins au changement, on sait, et c'est un sujet majeur, le changement pour essayer de modifier un petit peu notre système de santé vers un système de santé plus durable. Et alors, ce concept, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc, il y a certains qui ont déjà participé à des ateliers de la fresque du climat, par exemple, peut-être qu'on a pu l'entendre ailleurs. Ça représente grosso modo, hein, on ne va pas s'y appesantir très longtemps, vous le retrouvez plus en détail dans le podcast, mais qu'on sait qu'il peut y avoir des intérêts qui peuvent être un petit peu différents entre, d'une part, les citoyens, d'autre part, les entreprises et d'autre part, les pouvoirs publics. Donc, c'est les trois angles du triangle. Et donc, si on reste un petit peu chacun dans ses intérêts, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des freins au changement, mais on pourra voir, et il me semble qu'Alice va notamment en parler un petit peu plus, qu'en fait l'engagement vers un environnement plus soutenable amène des co-bénéfices qui peuvent être partagés avec l'ensemble des acteurs de ce fameux triangle. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et c'est d'autant plus intéressant que entre ces acteurs citoyens ou usagers du système de santé, entreprises ou kinésithérapeutes libéraux par exemple, et pouvoirs publics, eh bien, il y a toute la place pour les corps intermédiaires que représente le SNMKR. Et donc c'est cette place qu'on aimerait prendre pour pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs présents vers un système de santé plus durable. C'est en accord avec ce que vous avez pu voir aussi peut-être passer dans nos communications, le fait que le SNMKR veut vraiment revoir le modèle conventionnel et plutôt que d'être toujours dans des guerres de négociation, on prend, on donne, essayer de faire converger les intérêts. Et je pense que c'est dans nos intérêts à tous d'avoir un système de santé plus durable, que ce soit nous, les patients, ou les pouvoirs publics. Voilà, donc le cadre est posé pour ce soir. Avant de présenter nos brillants intervenants ce soir, voilà, dont j'ai l'honneur d'inviter, nous allons laisser la place du coup à notre partenaire que je laisse se présenter. Alors bonjour, merci Mathieu, bonjour à tous et tous. Avant de commencer, donc je voulais remercier Guillaume Moral et l'ensemble du bureau du SNMKR de nous laisser intervenir. Alors j'ai une petite présentation, je vais la faire très vite. Je vais vous la partager immédiatement. Voilà, voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, je C'est bon. pense.
Donc, je suis Erwan Léon, je suis responsable de la formation médicale, entre autres missions au sein de la structure M Soigné. Et je vais vous présenter assez brièvement cette structure de formation qui est un peu particulière, qui a une histoire un peu particulière et qui a aussi des objectifs un peu spécifiques. Et ça me paraissait important de pouvoir vous le présenter. Je vous remercie de me laisser ce temps-là. Ça va prendre 5 minutes hein, pour vous présenter cet organisme de formation médicale. Alors, évidemment, c'est une structure qui s'appelle donc M-Soigner Formation et qui a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, au tout début de l'origine de cette structure, c'était un journal de presse médical avec une ligne éditoriale très vaste. Voilà, on parlait beaucoup d'activités médicales, scientifiques, de tout niveau, qui était en kiosque et qui peu à peu est devenu un lieu d'échange sur Internet avec un site Internet donc, qui a glissé progressivement. On était présent sur les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos, mais à l'origine, comme vous le voyez ici, c'était vraiment une structure éditoriale avec beaucoup de contenu que vous pouvez toujours retrouver sur Internet. En tapant msoignier.com sur la partie information, vous allez retrouver beaucoup d'éléments et également voilà, un certain nombre de vidéos qui pourraient vous intéresser sur différents sujets liés au monde médical. Et puis on a fait un pivot il y a très peu de temps, hein. Donc en 2021, on a décidé de créer un organisme de formation, un petit organisme de formation qui est labellisé DPC, donc qui a l'agrément DPC, qui a aussi l'agrément Calliope, et qui est devenu une structure indépendante, mais au sein de l'écosystème de groupe Pasteur Mutualité. Nous ne sommes que trois dans cette structure, hein. Alors, moi, qui chapeaute un petit peu l'ensemble des sujets, et puis Flora et Marina qui travaillent sur la partie plus opérationnelle et sur la partie plus éditoriale également de ces formations-là. Donc, on a un catalogue qui est un peu particulier aussi, puisque nous, notre objectif, c'est quand même proposer un certain nombre de formations sur des sujets de formation, de prévention et d'épanouissement professionnel. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de la structure. Le groupe travaille beaucoup sur ces sujets de prévention, de lutte contre le burn-out, de problématiques de sport santé, de sujets sur les problématiques de sommeil, etc. Donc, on fait pas mal de formations sur ces sujets-là. On fait beaucoup moins de formations techniques, ce que font d'autres, très bien. Nous, c'est pas tellement notre caractéristique, on est plutôt sur ces sujets-là. On fait des formations en partenariat avec d'autres types de structures. Notre caractéristique, c'est un peu de faire du sur-mesure et de faire des formations un peu à la demande. On a cette expertise de DPC qu'on met en avant. Et l'idée, bah, c'est de faire un peu du sur-mesure en fonction des demandes que l'on a. Donc, on a des formations en partenariat. Voilà, je vous donne un exemple. On a fait une formation pluripro sur les violences intrafamiliales il n'y a pas très longtemps avec des groupes qualité. On a fait également, là, on est en train de travailler sur une formation sur le traitement et le repérage de la soumission chimique. Et on fait également des actions pour les étudiants, des actions de formation pour les étudiants et les internes qui sont des actions de formation gratuites qu'on propose aux internes et aux étudiants de tout type de spécialité, comme on l'a fait là très récemment sur les troubles du sommeil chez les soignants. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont pour nous importants et qui sont des sujets voilà, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres organismes. Nous, on fait très peu de formations techniques. Alors, on a des concepteurs qu'on essaye d'avoir des concepteurs de qualité. Donc, vous retrouverez voilà, certains noms que certainement vous connaissez. Sur la part, on a travaillé avec François Carré. Sur les problématiques de violence, notamment vis-à-vis des enfants, on a travaillé avec le professeur Vasquez, avec Chloé Bertolus. Sur ces problématiques-là, avec Lydie Abiopoulet. Donc voilà, beaucoup de gens de qualité qui sont pour nous des références sur les sujets que l'on traite. On a travaillé aussi avec Marc Lévesque sur les problématiques de traitement de la douleur. Donc c'est ça, ça fait partie aussi de l'ADN du groupe de trouver vraiment des gens de qualité pour proposer ces formations. Quelques formations qu'on a proposées en 2024, je vous laisse les regarder. Alors, vous voyez qu'on a à la fois des formations DPC et des formations hors DPC. Formation DPC, évidemment, on est contraint par les orientations pluriannuelles qui sont assez limitées. Donc, on essaye parfois de déborder un petit peu le cadre et de proposer un certain nombre de sujets qui peuvent être hors DPC. Voilà, on a proposé des troubles du sommeil, j'en ai parlé, la prévention de l'épuisement professionnel chez les soignants, du travail, toute une formation sur le management des équipes et sur la QVT.
on a créé un stage de prévention du burn-out qui s'appelle SURF, qui est un stage voilà, complètement novateur de 3 jours que vous retrouverez sur le site et qu'on va reproduire prochainement. Et puis d'autres sujets, la gestion de l'agressivité des patients et de leur entourage, c'est des sujets qui peuvent vous intéresser. On le fait en formation pluriprofessionnelle, hein, mais on le fait également en session très courte de 3 heures hors formation DPC. Et puis voilà, prise en charge des douleurs chroniques, ça c'est ce qu'on a fait en 2024. En 2025, on a d'autres formations qui sont en train de se mettre en place également. Une qui peut vous intéresser tout particulièrement, c'est l'IA, je vais en parler juste après. On développe une formation sur la découverte un petit peu de l'IA et comment on peut l'utiliser au cabinet médical ou paramédical. Ça, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé et qu'on essaye de mettre en place avec différents niveaux. Là, on est sur le niveau 1 pour les gens qui découvrent la problématique de l'IA et qui veulent un petit peu se familiariser et savoir comment ils peuvent l'utiliser au sein du cabinet. Et puis différentes voilà, formations en classe virtuelle aussi que l'on va proposer cette année. Le repérage, la prise en charge de la soumission chimique, j'en ai parlé. Les soignants face à la mort, ça c'est un sujet aussi pour les étudiants et les internes qui est assez peu traité en école et qu'on a souhaité mettre en avant au sein d'une classe virtuelle. Ce sont des classes virtuelles qui sont gratuites et ouvertes à tout le monde. Et voilà, les nouvelles prises en charge non médicamenteuses sur la douleur. Là aussi, c'est des sujets importants. On a un nouvel espace de formation qui s'ouvre à Marseille, mais on fait de la classe virtuelle, on fait du présentiel. Voilà, on s'adapte en fonction des besoins et des demandes de chacun. Vraiment, on fait du sur-mesure. Une dernière slide juste pour vous dire qu'on a une formation mercredi prochain en classe virtuelle 3 heures. Si ça vous intéresse, il reste encore quelques places sur la compréhension de l'IA. Vraiment, c'est pour des personnes qui souhaitent se familiariser avec l'utilisation de l'IA au cabinet. Comment je rédige mes prompts, comment ça fonctionne, comment je peux gagner du temps médical ou du temps paramédical pendant mon activité. Donc, on a un enseignant de Dauphine qui vient nous faire cette formation-là, qui en a déjà fait plusieurs, et ça fonctionne très très bien. Donc, si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas, et vous pouvez tout à fait vous inscrire. C'est mercredi prochain à 19 heures et ça dure 3 heures en classe virtuelle. Voilà, donc je rappelle juste que on construit vraiment vos demandes de formation sur mesure. Donc vous avez un catalogue là qui va évidemment là qui s'effiloche un petit peu parce qu'on est à la fin du triennal, donc on relance pas beaucoup de nouvelles formations puisque le nouveau triennal va sortir bientôt au mois de juin. Mais on peut toujours faire des formations hors DPC sur mesure en fonction de vos besoins si vous le souhaitez. Voilà, donc la M-Soigner Formation. C'est donc un organisme qui a donc l'agrément DPC et Calliope. Et on est partenaire de nos amis des Duprat, qui est l'autre organisme de formation de groupe Pasteur Mutualité, qui fait davantage de formation sur la technique médicale. Donc vous pouvez aussi faire appel à eux si vous avez des projets de formation ou si vous voulez suivre des formations qui sont, je le rappelle, obligatoires pour l'ensemble des professionnels de santé. Voilà. Je ne vais pas être plus long, je vais vous laisser relaisser la parole et je remercie de nouveau toute l'équipe du SNKR de nous avoir accueillis pendant ces quelques minutes. Merci Mathieu, je vous rends la main. Avec le micro, c'est mieux. Avec plaisir et merci à vous de cette présentation, vos formations qui sont très intéressantes. On va maintenant laisser la place à nos chers intervenants. Donc c'est vrai que là, on a la chance d'accueillir vraiment trois experts du sujet avec nous. Je suis très content de vous faire profiter. On va commencer par Antoine. Donc Antoine qui est pharmacien d'officine sur Buja, voilà, qui a déjà fait de nombreuses interventions sur plusieurs conférences. Mais je vais peut-être te laisser te présenter plus en détail. À toi Antoine, donc Eh venant de Buja. ben, merci Mathieu, si vous m'entendez bien. Bah, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je suis pharmacien d'officine en milieu rural. Je suis assez engagé dans les dynamiques pluriprofessionnelles. Les questions globales et environnementales m'animent depuis mes études à Limoges en 2007. Et disons que depuis tout ce temps, bah, je cherche à trouver des solutions opérationnel localement à des enjeux globaux. Et à ce titre, je vais partager mon écran pour imager un peu mon propos.
je me suis engagé dans différentes associations, dont une qui s'appelle Papillon et qui essaye de faire de la recherche en soins de premier recours sur un territoire d'expérimentation qui est une maison de santé pluriprofessionnelle, qui est elle-même rattachée à une CPTS. Et disons que depuis maintenant une petite dizaine d'années qu'on expérimente avec un gros, on va dire une grosse période depuis le Covid, qui pour nous a vraiment été assez intéressante sur le plan de l'expérimentation. Eh ben, on commence à être reconnu dans certains milieux pour une approche assez hétérodoxe des questions de santé sur divers axes. Donc, la question de l'organisation des soins et des professionnels de santé, comment est-ce que ces organisations nouvelles permettent de faire évoluer les pratiques? Comment tout ceci est permis ou comment tout ce petit monde s'approprie de l'innovation technique, du numérique, et comment on pourrait mettre tout ça au service d'une innovation sociale axée sur la santé communautaire et par extension sur la santé planétaire. Alors, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle le Shift Project, à la fois en tant que contributeur et parfois en tant que consultant, c'est-à-dire que j'anime des conférences sur les travaux de cette association-là, qui a pour objectif d'éclairer le débat sur les questions environnementales avec un prisme économie. Comment est-ce que le lien économie, écologie, climat peut être appréhendé aujourd'hui sous l'angle de la question du carbone. Voilà, qui est une question parmi d'autres, mais donc je vais rapporter quelques éléments des travaux qui sont effectués actuellement au Shift Project. Alors, l'invitation de Mathieu, et je le remercie, il faut que je commence par le commencement, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est un problème extrêmement complexe, comme tu l'as dit, et je vais un peu annoncer les mauvaises nouvelles et essayer d'éclairer un peu le débat pour mieux comprendre la suite. Alors, sur cette slide, alors je suis pas réputé pour la qualité artistique de mes slides. J'ai juste collé deux photos pour introduire le débat de manière très globale. La première photo que vous voyez en haut, c'est une capture d'écran d'un film assez connu qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, où la scène d'introduction du film représente en fait un grand singe qui découvre l'outil. Et ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que historiquement, eh bien, on était des grands singes prosociaux dans un environnement naturel et que à partir de la découverte de l'outil, on s'est spécialisé dans le développement de la technique. Et aujourd'hui, en tant qu'humains, eh ben, nous avons besoin de tout un tas d'objets techniques pour assurer notre reproduction. On a développé des machines, on a développé des techniques d'écriture, on a développé tout un ensemble de techniques qui aujourd'hui font que nous sommes entrés dans une ère qu'on appelle l'Anthropocène, où ces techniques nous ont permis de façonner le monde comme nous le voulions, alors qu'avant, nous étions intégrés à un milieu naturel. Et donc, la deuxième image, qui est un poisson volant hors de l'eau, a pour objectif de vous faire réfléchir sur la question du milieu. C'est-à-dire que le milieu d'un poisson, l'eau, eh bien, en fait, ce milieu-là, en temps normal, il ne le voit pas. C'est-à-dire qu'un poisson dans l'eau, il ne voit pas l'eau. Sauf quand on est un poisson volant, où pour le coup, on arrive à s'extirper de son milieu pour essayer de le regarder et de le comprendre. Donc là, c'est une invitation à devenir, que vous deveniez tous des petits poissons volants pour constater qu'aujourd'hui, eh bien, nous, les humains, nous évoluons dans un milieu technique, c'est-à-dire qu'à force d'être dedans, eh ben, on le voit plus. Et là, vous êtes en train non pas de me regarder ni de regarder un diaporama, mais vous êtes finalement en train de regarder l'écran d'un ordinateur. Et il est très difficile aujourd'hui de s'extraire de ce milieu technique pour en comprendre tous les tenants, tous les aboutissants, qui sont, on va dire, un des objets de cette soirée, vu que la question de la technique impacte aujourd'hui les questions environnementales. Alors, le développement des techniques nécessite des ressources. Donc, historiquement, je vais passer très vite, mais aujourd'hui, l'ensemble de ce que l'on construit, de ce que l'on produit, qui sont nécessaires à notre vie matérielle et à nos conditions de production et de reproduction, eh bien, c'est quatre grands champs qui sont la biomasse, les énergies fossiles, l'eau et les minerais.
auquel je rajoute le sable, considérant que c'est un minerai qui actuellement est relativement critique, mais très utilisé dans le bâtiment, par exemple. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces ressources sont toutes interdépendantes. C'est-à-dire que pour fabriquer quelque chose, on a à la fois besoin d'eau pour raffiner un minerai qu'on aura extrait à partir d'énergie fossile et que on aura fait fondre dans une fonderie qui, à une certaine époque, utilisait de la biomasse, à savoir des arbres, pour faire fondre du métal. Donc là, c'est bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, les ressources sur lesquelles on s'appuie sont toutes interdépendantes et on est en train de taper dans le stock de ressources qui s'amenuise progressivement. Et donc ça doit nous faire poser des questions sur vers où on veut aller en termes d'accès aux ressources. C'est pour ça qu'au milieu, j'ai mis la photo de ce qu'on appelle un escalier de Penrose, qui est une illusion d'optique, où finalement, si on veut monter, descendre ou changer un des paramètres des ressources sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui, sur laquelle l'humanité s'appuie, eh ben, on ne sait pas trop où aller, on est vite perdu parce que tout est interdépendant. Là, je fais un focus à travers ce schéma sur le fait que aujourd'hui, ce qui permet et ce qui a permis le développement économique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'essor de l'âge industriel, donc depuis grosso modo 2 siècles et demi, ce qui a permis une expansion technique massive, c'est l'accès massif à des énergies extrêmement performantes, notamment les énergies fossiles, et là, en l'occurrence, ce qu'on appelle le pétrole. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez une très forte consommation d'énergie fossile, dont le pétrole, et cette consommation d'énergie fossile détermine l'économie et la croissance économique dans laquelle nous sommes actuellement. S'il n'y a pas d'énergie pas chère et abondante, on n'est pas capable de transformer, on n'est pas capable de produire, on n'est pas capable de vendre des biens matériels et des services. Et donc, la consommation d'énergie est un préalable à la création de richesses économiques. Et aujourd'hui, finalement, l'économie n'est que le résultat d'une consommation d'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies, historiquement, on en consomme depuis toujours. Historiquement, c'était de la biomasse, donc c'est ce que vous voyez en vert en bas. Et puis petit à petit, donc depuis 2 siècles et demi et l'essor de l'utilisation de la machine à vapeur notamment, on a commencé à taper dans des stocks de charbon, puis de pétrole, puis de gaz. Et disons que cette énergie abondante nous a permis de développer d'autres sources d'énergie qui nécessitent soit des infrastructures massives comme les barrages, soit des minerais comme l'éolien qui utilise beaucoup de cuivre, etc. Et donc le fait qu'aujourd'hui on consomme énormément d'énergie fossile nous permet de développer des énergies non fossiles, donc essentiellement les énergies renouvelables et le nucléaire, mais ces énergies non fossiles ne sont permises que parce que on tape dans des stocks d'énergie fossile. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas de substitution à l'heure actuelle. Alors c'est ce qu'on essaye de faire hein, avec les nouvelles énergies renouvelables, mais on n'a pas de substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables, en tout cas pas à un niveau suffisamment significatif pour nous faire nous passer des énergies fossiles. Alors le principal problème de ces énergies fossiles, c'est que quand on les passe dans un moteur, quand on les crame, eh ben ça émet du CO2. Et donc vous avez sur ce schéma-là le cumul des émissions de CO2 depuis la période industrielle, où vous pouvez constater que les pays qui émettent le plus historiquement de manière cumulée, c'est-à-dire les pays qui ont tapé dans des stocks d'énergie fossile le plus tôt possible pour développer leur économie, ce sont aujourd'hui essentiellement les pays de l'OCDE, dont l'Europe, les États-Unis et la Russie, qui, par rapport à un droit à polluer basé sur les accords, par exemple, de Paris, eh ben, on a explosé le quota. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si on veut maintenir un certain niveau de non-élévation de température à l'échelle globale, on doit limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, eh ben, on a, en tant que, par exemple, Europe et en tant que Français, eh ben, mon pays, historiquement, pour se développer économiquement durant ces 2 derniers siècles, a émis plus de carbone qu'il n'aurait dû en émettre pour respecter une limite d'élévation de température. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que quand on regarde les pays qui n'ont pas émis et qui ne se sont pas développés, donc ce qu'on pourrait appeler à une époque les pays du tiers-monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Inde et la Chine,
qui sont souvent pointés du doigt, notamment la Chine, et ben en fait, ils ont encore un certain droit à polluer en comparaison à nous et à nos économies. Et le hic, qui pose évidemment des questions de justice climatique et de justice environnementale, c'est que les premiers pays qui vont être exposés au risque du changement climatique sont justement les pays qui ont le moins émis. Donc ça doit déjà nous faire réfléchir en tant que citoyens et en tant que professionnels de santé sur cette question de justice climatique quand on prend conscience des enjeux globaux. Alors, toujours de manière très globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de taper dans de l'énergie et de produire, euh, tout ceci va produire ce qu'on appelle des externalités négatives. C'est-à-dire que le CO2 en est une facette, mais le fait de taper dans des ressources minérales, le fait de taper dans des stocks d'eau pour raffiner une ressource minérale, par exemple, ou le fait de développer une agriculture industrielle, tout ceci va avoir plein de conséquences. Au-delà du changement climatique, sur la biodiversité, la perturbation de grands cycles biogéochimiques qui sont à la base de la fertilité des sols, par exemple. Tout ceci notre activité va aussi produire des polluants qui vont venir perturber tout un tas d'équilibres chimiques dans les océans, dans l'atmosphère, etc. Et aujourd'hui, on est capable d'évaluer quel est le niveau qui est capable d'encaisser, que sont capables d'encaisser les systèmes globaux en termes de perturbation sans que ce soit pour qu'ils puissent revenir à la normale. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé certaines limites. Donc, on produit tellement, soit de pollution, soit on tape tellement dans certains stocks, etc., qu'aujourd'hui, les équilibres ne peuvent pas revenir à la normale. Et donc, c'est en cela qu'on dépasse certaines limites physiques qui clairement c'est comme de vivre à crédit, c'est-à-dire que ce n'est pas soutenable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va nous rattraper et ça va probablement nous rattraper de manière assez violente. Et on le constate déjà à travers les différents événements climatiques ou autres sur lesquels on communique probablement pas assez, mais de plus en plus, ou peut-être pas de la meilleure manière. Mais les derniers incendies, par exemple aux États-Unis, en Californie, ont été un événement marquant, entre autres. Alors, sur les questions de santé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réchauffement climatique, corrélé à d'autres facteurs, va amener tout un tas de choses terribles sur le plan de la malnutrition, des maladies infectieuses vectorielles, de tout ce qui va être santé travail, santé mentale, événements extrêmes, etc. Donc, vous avez un petit florilège ici. Donc, c'est une menace, la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. Voilà, c'est le Lancet et l'OMS qui le disent. Et là où on va être concerné en tant que professionnel de santé, c'est que on est dans une relation bilatérale, c'est-à-dire que à la fois on va devoir encaisser les chocs provoqués par ces changements globaux. Donc on va avoir une pression et une augmentation des risques qui va nous retomber dessus en tant que professionnel de santé, qui va nécessiter en plus pour y répondre un besoin accru en termes de ressources matérielles et énergétiques. Voilà, parce que quand il y a un incendie en Californie, on a besoin de mobiliser de l'eau, des camions de pompiers, de la main-d'œuvre, etc. Donc, pour régler les problèmes, on a besoin de ressources. Ce qu'il y a, c'est que plus on va consommer ces ressources, et ben, plus indirectement, on va mettre la pression sur les environnements et ce qui va entretenir quelque chose un cercle vicieux où eh bien on va nous-mêmes en tant que professionnels de santé contribuer à aggraver ces enjeux globaux. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de la question du carbone dans le système de santé, et c'est là où je veux en venir, je vais rappeler quelques mesures, quelques notions autour de la mesure du carbone et d'un bilan carbone. Aujourd'hui, quand on veut calculer des émissions de gaz à effet de serre et définir un plan d'action pour essayer de s'engager à changer nos comportements, à changer nos modes de consommation pour réduire les émissions, eh bien, on utilise des méthodologies qui sont basées sur ce qu'on appelle des scopes, à savoir le scope 1 qui concerne les émissions directes. Donc, typiquement, c'est l'essence que vous allez mettre dans votre voiture de kiné si vous faites de la kinésithérapie à domicile. Ça, c'est une émission directe qui est liée au scope 1. Vous avez le scope 2 qui, lui, est lié aux consommations d'énergie, c'est-à-dire que l'électricité que vous allez consommer dans votre cabinet de kiné, s'il est fabriqué à partir d'une centrale à charbon ou s'il est fabriqué à partir d'une centrale nucléaire, au-delà de tout débat, ça va pas être le même contenu carbone de l'énergie.
Voilà, parce que l'énergie nucléaire va être moins chargée en carbone enfin, l'électricité produite à partir d'une énergie nucléaire va être moins chargée en carbone qu'une électricité produite à partir d'une centrale en charbon. Donc ça, on le comptabilise. Et puis derrière, ce qui est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Ce sont les émissions indirectes, c'est-à-dire que si vous utilisez par exemple du matériel dans votre cabinet de kiné qui a été fabriqué en Chine, eh ben, on va considérer dans le scope 3 les émissions de toute la chaîne de valeur et de toute la chaîne de production de cet instrument que vous utilisez au quotidien euh, en Chine. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser les émissions de carbone liées à la fabrication du produit qui ensuite va être importé et utilisé dans vos cabinets. Donc quand on regarde aujourd'hui le périmètre qui a été étudié par l'association Shift Project, qui a publié un rapport sur la décarbonation du système de santé français, on prend tout un tas de secteurs, donc on a les pharmacies, les hôpitaux, le médico-social, la médecine de ville, etc., etc. On regarde en fait tous les flux physiques, qui va où, qu'est-ce qui se déplace, qu'est-ce qui est consommé en termes d'énergie, et ensuite on sort de l'analyse qui nous permet de sortir des chiffres qui sont des fourchettes. Alors, il y a des chiffres qu'on n'a pas, donc c'est toujours, on se base sur des estimations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le système de santé français, c'est 8% de l'empreinte carbone nationale française, c'est 87% d'émissions indirectes, donc c'est le scope 3. Typiquement, c'est le médicament qui est fabriqué en Inde et en Chine que je dispense moi dans ma pharmacie. Je vais y revenir. Et 50% des émissions sont liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Donc là, vous avez une petite infographie qui permet de récapituler où sont les grands enjeux carbone liés au système de santé. Donc 50%, c'est les achats, donc dispositifs médicaux et médicaments. 13%, c'est les déplacements, à la fois professionnels et patients usagers. On a 11% pour la consommation et 11% pour la consommation d'énergie. Du fuel dans un hôpital ou l'électricité qui alimente votre cabinet de kiné. Si on regarde ces résultats sous un autre angle, donc on voit bien ici que la moitié, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux, et que si on les enlève, eh bien aujourd'hui, on a à peu près 23% des émissions qui sont liées à la médecine de ville. Alors, sous-entendu, désolé pour le terme, on va dire médico-centré, mais médecine de ville inclut les acteurs de soins du premier recours. Donc, essentiellement, voilà, infirmier libéral, kiné, pharmacien, médecin, on va dire, pour les quatre plus gros acteurs en termes de volume professionnel. Donc, on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est pas l'objet de ce soir. L'idée, c'est de donner du contexte. Et pour aborder des pistes côté solution, on utilise souvent un parallèle avec une équation qui s'appelle l'équation de Kaya, que je vais détailler très brièvement, où grosso modo, le CO2 égale le CO2. Alors pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Je vais introduire en dénominateur et en numérateur une variable qui est l'énergie. Donc vous vous rappelez vos cours de collège, hein, on a le droit de mettre un numérateur et un dénominateur qui peuvent potentiellement s'annuler en haut et en bas sur une fraction. Donc j'obtiens ceci, j'introduis la variable énergétique. Ensuite, je vais introduire une nouvelle variable qui est la question économique, le PIB, même si c'est pas forcément un indicateur qui me plaît à titre personnel, mais c'est aujourd'hui un indicateur suffisamment utilisé pour pouvoir l'utiliser afin d'imager et de cerner où sont les marges de manœuvre. Et puis, dernière variable, je vais introduire la population mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette équation de Kaya? Ça veut dire que, grosso modo, les émissions de carbone sont égales à l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire quelle quantité de carbone il a fallu pour produire, par exemple, de l'électricité. C'est différent en fonction d'une centrale nucléaire, d'une centrale à charbon. Ensuite, la deuxième fraction va consister à mesurer l'intensité énergétique de la production, c'est-à-dire combien d'énergie il a fallu pour produire une unité de service, par exemple. Donc ça va questionner tout un tas de choses sur les questions des rendements et de la. Enfin, je vais y revenir après, donc je vais pas trop spoiler. Ensuite, on questionne la production de services et de biens matériels par habitant, et puis derrière, on multiplie par la population. Donc, quand on regarde si notre objectif est de faire baisser le CO2, il faut qu'on fasse baisser ces différentes fractions. Donc là, pour faire baisser l'intensité carbone de l'énergie, effectivement, essayer d'électrifier
tout ce que l'on peut électrifier dès lors que c'est produit à partir d'énergie renouvelable et entre guillemets propre. Je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est vraiment très compliqué en 20 minutes. Mais le but, c'est d'utiliser le moins d'énergie fossile parce qu'elle a un contenu carbone extrêmement élevé. Ensuite, deuxième objectif, ça va être de faire de l'efficacité énergétique. Donc, typiquement, la question bah, par exemple, l'isolation d'un bâtiment, c'est de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que pour une unité d'énergie consommée, si j'ai une unité de gain de température, enfin de maintien de température, bah, c'est plus intéressant que si j'ai une passoire thermique, hein, clairement. Ensuite, le fait de diminuer la production par habitant et de travailler sur des questions de sobriété va effectivement diminuer la question du carbone. Voilà, moins on consomme de choses qui ont été produites, même si elles ont été très bien produites avec un très bon rendement à partir d'une électricité bas carbone, bah, ce que je consomme pas, c'est toujours quelque chose qui est économisé. Et puis dernier point qui est un peu un point sensible, que je résume par le planning familial, c'est bon la diminution de la population. Mais là, évidemment, pour des questions éthiques, on va pas mettre en avant la question génocidaire. Bon, donc là, on est plutôt sur des dynamiques bah, de planning familial, c'est-à-dire voilà le droit des femmes, la liberté à disposer de son corps et à ce que les choses se fassent. Enfin bon, allez voir le site du planning. Par rapport aux questions de santé, eh bien, on va avoir besoin, et c'est là où là, en tant que kiné, bah, chapeau, hein, c'est-à-dire que le mieux, c'est soit d'utiliser l'électricité, soit l'adénosine triphosphate dans son exercice professionnel. Clairement, un kiné n'a pas du tout le même bilan carbone que moi, pharmacien d'officine, qui vend de la pétrochimie à tour de bras et dispense, pardon. Mais clairement, le fait aujourd'hui d'utiliser un minimum d'énergie carbone, enfin carbonée, et de se baser sur l'électricité et de faire fonctionner les muscles des gens pour la rééducation, bon, bah, chapeau. Déjà, de base, votre métier est fait pour répondre à des enjeux de décarbonation. Ensuite, si on doit questionner le rendement ou l'efficacité en tant que professionnel de santé, ben, typiquement, on rejoint la question de la coordination des soins, des logiques de parcours et de fluidité, ville, hôpital, médico-social, etc., et d'organisation des soins non programmés, tout simplement parce que bah, quand on fait des soins coordonnés face à des pathologies chroniques et complexes, eh bien, pour, on va dire, 1 euro investi dans un professionnel de santé ou une équipe qui se coordonne, et bah, techniquement, l'efficacité de prise en charge, la diminution du risque de réhospitalisation ou de rechute est moindre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les soins coordonnés, c'est pour ça qu'on est très actif dans cette dimension-là, est intéressante pour décarboner l'activité professionnelle de santé. Ensuite, si on doit questionner la diminution de la consommation de soins par la population, eh bien, on rentre dans des questions de juste soin, de bon usage des produits de santé, d'éthique du soin. Donc, forcément, ça pose des questions qui vont de, bah voilà, est-ce que surmédicaliser la naissance et la mort, considérant que ce sont des événements naturels de la vie, est-ce que c'est intéressant de ce point de vue-là? Est-ce qu'il serait pas intéressant aussi de se dire, bah, le bon usage des médicaments ou la juste prescription de soins de kiné, voilà, quel peut être cet impact-là? Donc, le parallèle est ici à faire sur la question du juste soin, du bon usage. Et si demain on doit se poser la question de réduire ce qui consomme le plus de carbone dans le système de santé, donc les personnes qui sont atteintes de maladies, bah, clairement, diminuer les personnes malades, bah, c'est faire de la promotion de la santé, c'est faire de la réduction du risque, c'est faire de la prévention en essayant d'intégrer ces dynamiques-là dans des dynamiques de santé communautaire où chaque acteur, chaque patient va pouvoir s'approprier ces questions-là en pleine conscience que, eh bien, en prenant soin de lui, de lui-même et de son environnement social, eh bien, il va contribuer à avoir moins d'impact global via le système de santé. Tout ceci a pour objectif aussi de vous faire réfléchir sur la question de la soutenabilité et de la résilience du système de santé, sur les 5 grands axes qui nous concernent, donc gouvernance, financement, ressources humaines, approvisionnement en médicaments et en technologies de santé et organisation des soins. Tout ceci
avec l'objectif, alors je vous mets ici une infographie qui reprend ce qu'une économiste qui s'appelle Kate Raworth appelle l'économie du donut. L'objectif global est d'essayer de trouver un équilibre entre un plafond environnemental où on n'ait pas trop d'impact pour ne pas aggraver les choses et un plancher social qui va permettre d'organiser la justice sur l'accès aux soins, l'accès à la nourriture, l'eau, l'éducation, etc. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque humain pourrait avoir une vie digne et se dire que ce n'est pas seulement les pays historiquement riches ou qui ont eu la chance d'être assis sur des puits de pétrole qui pourront demain capter la richesse et faire perdurer un mode de vie en regardant le reste de la planète brûler. Et donc, si on s'approprie pas ces questions-là, qui sont clairement très dures, et là, en un quart d'heure, je suis désolé, je vous ai mis un peu le seum, et je vais terminer en vous mettant encore plus le seum, c'est que aujourd'hui, il y a des modèles globaux qui ont été travaillés, notamment un qui est issu d'un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui est très documenté et très connu, qui nous dit que si on continue comme on fait depuis les années 70, donc le scénario business as usual, dans lequel on est actuellement, eh ben, on risque d'avoir une très forte période d'instabilité à partir de 2025-2030. Donc on y arrive. Hein. C'est là où est le drame, c'est qu'on aurait pu anticiper certaines choses, mais ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on doit s'approprier ces questions-là pour réfléchir aux questions de soutenabilité et de résilience. Et l'idée, ce serait d'inverser la tendance pour ne pas arriver avec clairement un écosystème et une planète invivable d'ici la fin du siècle. Et pour ayant personnellement été en colocation avec ma fille et ma grand-mère, qui étaient séparées de 80 années d'écart, eh ben, on peut constater aujourd'hui intimement dans nos familles que 80 ans d'écart, finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qui nous sépare malheureusement d'un avenir terrible. Donc désolé, j'ai pris la casquette, le chapeau noir. Mais sachez que des gens comme des intervenants, comme les intervenants qui vont suivre, travaillent sur des solutions, travaillent à éclairer ces questions-là. Et nous-mêmes, avec l'association Papillon, au sein de différents collectifs et d'associations, ça fait une bonne dizaine d'années, avec plein d'autres associations à travers la France, l'Europe et le monde, qui réfléchissons et qui travaillons à trouver des solutions. Donc clairement, faut y aller, mais faut être conscient que c'est quand même pas mal le bazar. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour cette intervention et tous ces données, en effet, qui sont pas forcément entoureuses, mais qui sont importantes de bien comprendre. Nous allons maintenant passer la parole à Alice, Alice Barra, du coup, qui est professionnelle de santé durable et autrice de moi ce que j'appelle la Bible en ce moment, du guide de cabinet de santé éco-responsable. Mais bon, là Bonsoir. aussi, je te laisse te présenter plus précisément. Ok, ça À toi, marche. Alice. Merci beaucoup, Mathieu. Merci déjà pour l'invitation. Je vais partager mon écran tout de suite. Vous voyez là? Ça arrive, c'est là, il n'y a plus qu'à le mettre en plein écran et ce sera nickel. Et voilà. Ok. Donc, un grand merci pour partager cette soirée avec vous. Merci Antoine d'avoir planté le décor. C'est vrai que c'est compliqué, ça va être compliqué, mais l'important, c'est d'être ensemble. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ce sujet-là et c'est vraiment passionnant et assez enthousiasmant de voir qu'il y a de plus en plus de personnes, d'organisations, d'institutions, mais aussi de professionnels et acteurs de santé qui rejoignent cette démarche, qui est vraiment une démarche de santé. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, je vous propose de regarder pourquoi et comment la santé environnement. Donc, on a bien compris pourquoi, mais surtout le voir d'un côté très positif. Et moi, j'ai vu au moins une dizaine d'opportunités. Donc, j'avais envie de vous les partager. Alors, petit retour sur les conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. En revanche, j'ai des liens d'intérêt, mais je pense comme chacun et chacune d'entre nous sur ce sujet, hein, puisque forcément ça touche tout le monde. Juste des liens d'intérêt par rapport à la publication du guide du cabinet de santé éco-responsable. Effectivement, parce qu'il y a quelques extraits que je vais vous partager ce soir. Donc, j'ai pas de conflit parce que je ne touche pas les droits d'auteur. Je les reverse à l'association Santé Environnement France, pour laquelle je suis bénévole, tout comme celle du Shift Project.
Et puis des liens d'intérêt aussi, puisque je fais partie de groupes de travail qui sont un peu plus institutionnels. Et donc, moi, mon activité, c'est de développer la formation, l'accompagnement des professionnels de santé, des structures de santé et puis des organisations de santé dans cette démarche. Et puis surtout de travailler en réseau pour pas réinventer la roue et puis avancer ensemble. Donc, je vous propose, avec cette approche positive, en 4 points et moins de 20 minutes, je relève le défi. Donc déjà, à commencer par reconnaître la démarche de santé environnementale ou de santé environnement comme une démarche de santé. Voilà, donc petit argumentaire en fait parce que je pense que celles et ceux qui sont derrière leur écran ce soir, vous êtes déjà concernés par ce sujet, vous êtes déjà convaincus, entre guillemets, c'est pas un mot forcément à employer, en tout cas vous êtes motivés par la démarche. Mais souvent on se pose la question, quand on travaille en équipe par exemple, ou alors quand on interagit avec les patients, pourquoi tout le monde n'est pas concerné par ce sujet-là? Bah, moi, j'avais envie de vous transmettre l'argument, ou en tout cas la motivation que j'utilise le plus souvent. C'est tout simplement donc, que c'est une démarche de santé. Donc, si on reprend l'approche positive de la santé selon la définition de l'OMS, donc ça n'est pas l'absence de maladie, mais bien un état de complet bien-être physique, mental et social. Et cette définition nous permet d'aller regarder l'ensemble des déterminants de la santé. Qu'est-ce qui fait que je suis en bonne santé? Donc il y a plusieurs facteurs, donc notamment les facteurs individuels avec le patrimoine génétique. Ensuite, les facteurs individuels liés à mon mode de vie, donc que ce soit la consommation d'alcool ou de tabac, l'activité physique, mon âge, etc. Ensuite, il va y avoir les facteurs socio-économiques, donc les liens sociaux que je vais pouvoir développer, une stabilité dans mon activité professionnelle, par exemple, avoir accès à une alimentation saine. Tout ça, ce sont des facteurs de santé. Également l'offre de soins, mais on voit ici que c'est un des facteurs de santé, mais ça n'est pas la santé. C'est vrai qu'en France, on est quand même dans une approche très curative, très biomédicale, et donc le système de santé, c'est le système de soins. En fait, il faut bien sûr avoir une approche beaucoup plus systémique et également envisager des actions sur l'écosystème global. Donc on voit ici, notamment sur ce schéma des déterminants de la santé, le climat, la biodiversité. On peut aussi parler des pollutions par rapport aux changements environnementaux globaux constatés et évalués aujourd'hui. Donc voilà, considère, quand on se considère en tant que professionnel de santé, on peut aller agir sur l'ensemble de ces facteurs de santé. Donc se poser 2 questions. La première, c'est quelles vont être les conséquences de ces changements environnementaux globaux sur la santé. Donc Antoine nous l'a bien montré qu'il y avait des liens directs. Et puis, bien sûr, se poser la question de notre contribution dans notre responsabilité. Et donc, de regarder les conséquences des changements environnementaux globaux, enfin des facteurs environnementaux sur la santé, c'est la santé environnementale. Donc, j'avais envie de vous repartager cette définition-là parce que souvent, on parle de santé environnementale comme de santé de l'environnement, le santé des milieux naturels. La santé environnementale, c'est une discipline de santé publique, donc qui observe les facteurs environnementaux sur la santé humaine. Donc, elle est vraiment anthropocentrée. Donc, elle va comprendre les aspects de la santé humaine avec les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques, et puis les actions à mettre en regard. Donc, ça, c'est la dimension de la santé environnement. Donc, la promotion de la santé environnementale et les actions qu'on va pouvoir mettre en face de celle-ci pour développer des environnements favorables à la santé. Donc, c'est ça l'objectif et de se rendre compte, quand on reprend l'ensemble des déterminants de la santé, qu'en fait, il n'y a pas de santé dans un environnement dégradé. Donc c'est tout à fait logique de s'emparer de ce sujet-là. D'autant plus quand on voit bien sûr les changements environnementaux et leurs conséquences sur la santé. Donc on a cette dimension de santé environnementale, de santé environnement qui est un peu moins anthropocentrée. Et puis les démarches de santé planétaire, de santé commune ou d'une seule santé. Le principe, en fait, c'est juste de parler de santé et de se dire donc qu'il n'y a pas de santé dans un environnement dégradé.
Donc, on va revenir au schéma qu'a présenté Antoine avec ce cercle vicieux dans lequel on se trouve aujourd'hui à cause du dépassement des frontières planétaires. Donc, la première opportunité en fait d'intégrer cette démarche de santé-environnement, bah, c'est déjà d'être dans une réalité, de prendre la mesure de la catastrophe. Donc, on peut effectivement garder la tête dans le sable, mais ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, être face à la réalité, donc de regarder le lien entre changements environnementaux globaux et risques sanitaires, donc liés au climat, aux pollutions, avec l'augmentation d'antibiorésistance, notamment des maladies chroniques, des maladies infectieuses, de la santé mentale, et puis bah, notre participation à la pression exercée sur les écosystèmes. Donc, comment on sort de ce cercle vicieux? Eh bien, en mettant en place une démarche de santé-environnement, une double stratégie d'adaptation, parce qu'il va falloir effectivement réfléchir ensemble à comment on va prendre en soin les patients qui vont souffrir de ces changements environnementaux, qui souffrent déjà d'ailleurs, les structures de santé également, qui vont forcément pâtir, enfin ça dépend de la zone où on est installé, mais par exemple en période d'inondation ou de canicule, d'événements climatiques extrêmes, et puis d'afflux de patients, il faut s'organiser. Et puis toutes les mesures d'atténuation. Donc là, on voit le deuxième avantage, donc c'est être en capacité de s'organiser, d'anticiper au maximum, pour ensuite être en capacité donc de soigner et de prendre soin malgré ce contexte défavorable. Donc maîtriser notre impact, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et aux ressources sensibles, comme le disait Antoine, et tout ça pour pérenniser l'accès et l'offre de soins et promouvoir la santé. Et en fait, donc ça va être de passer de cette situation un peu tétanisante, hein, à une phase d'action qui est assez enthousiasmante, comme je le disais. Et donc, ça va être aussi l'opportunité, en tant que professionnel de santé, de nous inscrire dans un double rôle d'acteur et d'actrice de cette démarche, de cette stratégie, mais aussi d'ambassadeur et d'ambassadrice, puisqu'on le voit notamment dans cet extrait de d'un article du Lancet, que c'est vraiment dans notre mission de santé, en fait, tout simplement. On est dans le prendre soin. Donc, prendre soin aussi de l'ensemble de la population dans son contexte et donc de participer à créer des environnements favorables à la santé. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore fait grand-chose. Donc, je vous propose de regarder donc, quelles vont être les pistes d'action, donc déjà évoquées par Antoine, bien sûr. Donc, il y a trois grandes voies d'action. La première qui va être celle de maîtriser l'impact lié à nos activités professionnelles. Donc à chaque étape de mon soin, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour réduire l'impact écologique, donc le juste soin et l'éco-conception des soins. L'opportunité donc de développer la démarche, enfin, les mesures de prévention et de promotion de la santé et éducation à la santé, par exemple, au sein des structures, mais aussi sur le territoire, donc au-delà de la structure. Et c'est vraiment cette opportunité-là qu'il faut absolument développer aujourd'hui, que l'on soit kiné ou toute autre profession de santé. Donc, être vraiment dans une démarche de santé communautaire et interdisciplinaire, donc travailler avec les patients et les territoires. Et donc, les différents leviers pour mettre en place cette démarche, ça va être d'avoir accès à des ressources fiables, à des formations, des outils adaptés. Donc, il y en a déjà pas mal qui existent, c'est ça la bonne nouvelle, et notamment Étienne qui va nous en partager après. Donc c'est important d'avoir accès à ces infos, à ces données probantes, et puis de respecter les recommandations de bonne pratique, bien sûr. Participer à la recherche interdisciplinaire, au développement de cette recherche, et puis on ne peut pas y arriver tout seul. Donc c'est vraiment important de communiquer un maximum et puis de s'engager avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un syndicat de kinés aussi qui s'engage sur ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont en train de poser des objectifs, notamment l'assurance maladie, hein, qui a vraiment cette double voie sur la transition écologique au sein des services de santé, mais aussi la promotion de la santé environnementale. Donc, une approche aussi systémique, c'est une bonne nouvelle. Et donc, par rapport à ce que disait Antoine, il faut faire attention à ne pas rester carbocentré. Je sais bien que ce n'est pas le cas d'Antoine, hein, mais il faut aussi envisager l'ensemble des autres risques. Donc notamment
avec les activités qu'on va mener. Donc en termes de pollution de l'air, donc notamment liées au transport également, l'extraction des matières premières et les rejets de déchets, donc, qui vont être liés aux achats que l'on va faire pour nos activités professionnelles, et puis aux rejets une fois ces soins réalisés. Ensuite, notre participation à la dégradation des sols et à l'effondrement de la biodiversité. Et puis les consommations d'eau et de pollution de l'eau. Donc que ce soit lié aux produits d'entretien et de désinfection, et puis aux produits de santé. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de prendre en soin, de soigner sans médicaments, sans produits d'entretien et de désinfection, mais il faut vraiment réfléchir à une juste qualité des soins. Et donc, on parle beaucoup effectivement du dérèglement climatique. C'est sûr que c'est une des premières causes de mortalité et de catastrophes sanitaires pour ce siècle, mais il y a aussi d'autres enjeux, d'autres risques, donc notamment liés à l'effondrement de la biodiversité et également ici à l'antibiorésistance. Donc là, d'après une publication britannique et relayée par le Lancet très récemment, ce serait la principale cause de mortalité d'ici 2050, avec 10 millions de morts par an. Et c'est déjà un souci aujourd'hui, avec des maladies infectieuses bénignes. On voit déjà la limite, enfin les problèmes causés par l'antibiorésistance. Donc voilà les trois pistes d'action: éco-conception des soins, juste soins, prévention, promotion de la santé au sein de la structure et sur le territoire. Et là, je vous propose de rentrer donc dans le cabinet de kiné pour regarder quel poste on va pouvoir euh, améliorer ou en tout cas maîtriser d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est un schéma que j'utilise couramment juste pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qui rentre et tout ce qui sort du cabinet a un impact potentiel sur l'environnement, donc que ce soit en termes de dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources et pollution des milieux. Et en regardant donc les trois grands postes ici, énergie, achat et déchets, on va pouvoir s'organiser, donc sans se culpabiliser, mais dans notre responsabilité, toujours en respectant les recours professionnels, bien sûr. Et donc sur le premier poste, on va avoir en fait une démarche très, on va dire, itérative et en tout cas progressive. La première étape, c'est moins. Donc comment consommer moins d'énergie, que ce soit pour le fonctionnement du bâtiment. La sobriété numérique. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une formation sur ce sujet-là, donc c'est sûr que ça présente des avantages pour les activités de santé, mais il faut vraiment faire très très attention à l'impact du numérique et également en santé, bien sûr, puisque dématérialisation ne veut pas dire zéro impact. Peut-être, Étienne, tu vas nous développer ça après. Donc, et également pour les transports. Donc, moins de kilomètres, par exemple. Et ensuite mieux, donc avec une efficacité énergétique, et ensuite soutenir les énergies renouvelables. Mais là, l'exemple, c'est pas de passer par exemple à une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique classique et faire autant de kilomètres, c'est réfléchir, est-ce que je peux faire moins de kilomètres? Est-ce que je peux partager mon véhicule par exemple? Et est-ce que enfin je réfléchis à si je dois avoir une voiture électrique ou pas? Donc, premier poste consommation d'énergie. Deuxième poste sur la démarche d'achat responsable. Donc là, bah, pareil, hein, c'est toujours le même système, moins, mieux et autrement. Donc là, on va avoir une réflexion sur l'usage unique, par exemple, toujours en respectant les recommandations professionnelles, bien sûr. Et ensuite, tout ce qui sort, donc optimiser la gestion des déchets, euh, tout mettre en place pour avoir moins de déchets. Donc ça, souvent, c'est très lié à la démarche d'achat responsable. Optimiser le geste de tri. Donc, une fois que j'ai un déchet, malgré tout ce que j'ai pu mettre en place pour pas en avoir, comment bien recycler. Mais le recyclage n'est pas la solution idéale. Et puis ensuite, la sobriété chimique. Donc, comme je disais, hein, en assurant qualité et sécurité des soins, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins d'exposition aux produits chimiques dangereux? Donc, déjà, de savoir les repérer. Et puis ensuite, est-ce que je peux les réduire, les substituer ou les supprimer carrément? Donc, je pense notamment à tout ce qui va être parfum. Et puis, attention également à l'exposition aux produits chimiques contenant des perturbateurs endocriniens, parce qu'ils sont aussi très présents dans nos cabinets de santé.
Donc pour ça, bah, il faut être formé ou au moins informé. Et puis, une étape transversale qui va être celle de la prescription, de la dispensation éco-responsable, dont parlait Antoine. Donc, prescrire autrement, et en fait, là, on va avoir une vraie évolution, je pense, de la pratique professionnelle, puisque on va tous, quelle que soit notre profession, être prescripteurs, même si bien sûr, enfin, quelles que soient les professions médicales ou non, de prescrire l'activité physique, de prescrire une alimentation saine, de prescrire du contact avec la nature. Donc tout ça pour promouvoir la santé environnementale. Donc prescrire autrement, c'est vraiment, ça concerne vraiment tous les acteurs de santé, les kinés bien sûr, et puis de valoriser tout ce qui a déjà de mis en place dans vos pratiques professionnelles. Je pense que c'est vraiment hyper important. Et puis ensuite, voilà, juste pour finir, l'importance de définir votre feuille de route selon votre contexte, donc pour mettre en place les mesures que vous souhaitez, que vous pouvez mettre en place. Ça, c'est hyper important. C'est pas de se dire qu'il y a voilà, une centaine de cases à cocher et puis après je serai tranquille et j'aurai atteint le cabinet de kiné éco-responsable. C'est pas comme ça qu'il faut le construire. Il faut d'abord commencer par la thématique qui vous plaît plus, celle qui a un impact potentiel le plus important. Donc souvent, je pense que ça va être les transports. Mais si je suis en milieu rural ou en milieu urbain, bien sûr, les solutions ne sont pas les mêmes. Donc, important de prendre le temps de regarder pourquoi je mets ça en place et puis ensuite, je suis sûre que ça va se dérouler tranquillement. Voilà, donc ça c'est un des tableaux que je propose dans le guide du cabinet de santé éco-responsable. Et pour moi, il y a vraiment une des premières étapes qui est de se former et au moins de s'informer en santé environnement. Pour pas perdre de temps, pour être efficace et puis bah, pour se faire plaisir en fait, pour vraiment le relier à la santé. Voilà, donc prendre conscience que c'est ma démarche. Et il n'y a pas une seule démarche, il y en a plein de différentes. Et pour finir, donc le point hyper enthousiasmant également, ça va être de développer la communication, donc la communication positive autour de sa démarche, avec notamment le concept, l'approche en co-bénéfice. Donc de se rendre compte que toutes les actions que je vais pouvoir mettre en place pour préserver les milieux naturels va avoir en fait un impact positif pour ma santé la plupart du temps, et puis aussi un impact positif pour mon porte-monnaie, puisqu'on a vu que les grandes étapes, c'est moins, mieux et autrement. Forcément, en consommant moins, euh, logiquement, c'est assez rentable économiquement. Donc voilà, pour moi, c'était la 10e opportunité de s'installer dans cette démarche en co-bénéfice, dans cette approche positive. Donc ça fait écho à ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le triangle de l'inaction. Parce que même si effectivement, hein, il y a des fois, enfin moi aussi je me le dis, d'un point de vue politique, pourquoi ce manque d'engagement ou même ce retour en arrière des fois, est-ce que, enfin pourquoi je me casserais la tête? Bah en fait c'est parce que ça va me faire du bien tout de suite à moi. Voilà, donc c'est peut-être une démarche un peu égoïste ou en tout cas à mon environnement privé, mais aussi aux structures de santé. Voilà, donc si ça se passe pas à l'échelle plus globale, au niveau de ma structure de santé, ça va forcément présenter des avantages. Donc là, c'est comme ça que je représente le concept d'éco-bénéfice pour ma structure de santé. On retrouve ici les trois piliers du développement soutenable, écologie, économie et santé. Donc mettre en place cette démarche dans mon cabinet, par exemple avec une démarche d'achat responsable, ça va être l'occasion de réduire le gaspillage. Ça va être aussi l'occasion, si je travaille en équipe par exemple, de fidéliser l'ensemble des membres de l'équipe parce qu'on a vraiment un récit commun. Donc c'est hyper motivant et ça va développer donc l'aspect qualité de vie au travail puisque ça va vraiment développer les motivations intrinsèques. Donc favoriser un environnement de travail favorable, voilà, un récit commun même avec les patients et les patientes. Et puis mettre en place la démarche écologique, ben, on a vu que c'était vraiment une démarche de santé, donc on participe à la promotion de la santé publique. Et tout ça est dans un but, donc comme je le disais, un co-bénéfice individuel, mais c'est aussi donc vraiment un co-bénéfice sociétal, puisque de mettre en place cette double stratégie
Adaptation, atténuation, ça va donc développer la robustesse et la résilience de nos structures de santé et pérenniser l'offre de soins, l'accès aux soins, malgré ce contexte fluctuant. Donc, comme le disait Antoine, puisqu'on est dépendant de ces énergies et ça va être de plus en plus difficile d'y accéder. Donc, voilà, on est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. On peut le prendre dans tous les sens. Il n'y a pas. C'est une démarche positive et comment dire, enthousiasmante. Donc, si vous vous retrouvez face à une personne qui vous brandit justement ce triangle de l'inaction, bah, repensez à ce triptyque écologie, économie, santé et quel est le levier que vous souhaitez activer pour accompagner cette personne, pas la convaincre, c'est pas le but, mais vraiment de l'accompagner en fait et de la motiver. Voilà, je vous quitte. J'espère que j'ai tenu le timing. Juste avec, j'avais envie de vous partager des ressources. Donc, je vais vous transmettre un lien pour retrouver le PDF avec ces liens autant d'un point de vue biblio que par exemple des outils pour évaluer votre empreinte individuelle. Et puis des ressources pratico-pratiques ou des ouvrages. Et puis aussi les ressources associatives qui sont très très précieuses dans cette démarche. Voilà, je vous remercie. Je vous mets le lien dans le chat. Merci beaucoup, Alice, pour ta présentation et le petit résumé de 300 pages voilà, qui montre qu'il y a des pistes vraiment enthousiasmantes. Je pense qu'on vous a mis le lien du coup de la ressource complémentaire que tu nous fournis, Alice, dans les commentaires. Donc en effet, on est pas mal au niveau timing là. Vous êtes bon. Donc on va maintenant passer la parole à Étienne, donc qui est kinésithérapeute et parmi les membres fondateurs de l'association EcoKiné. Je vais te lancer te présenter, présenter l'asso et tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu en quoi vous pouvez accompagner les kinésithérapeutes dans cette démarche. Ça marche. Bah, merci Mathieu et merci au syndicat SNM Care pour l'invitation. Déjà, ça fait plaisir de voir Alice, une dentiste, Antoine, un pharmacien, et puis moi-même un kiné qui, qui vous transmettons et qui parlons de cette thématique. C'est très important d'avoir ce regard interprofessionnel là-dessus. Donc, je suis kinésithérapeute, je travaille dans la Drôme en libéral. Et donc, je suis enfin, je suis ici surtout en tant que bénévole et formateur de l'association EcoKiné. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, donc, du coup, on va commencer par parler de cette association. Et ce qui est intéressant avec l'association qui est arrivée en 2018, c'est que l'évolution de l'association peut être comparée à l'évolution un peu personnelle de notre rapport par rapport à l'écologie et du lien qu'on peut y faire avec la santé. Donc l'idée, ça va être de vous présenter des chiffres et les objectifs de l'association, puis après les différents prismes qu'on peut avoir. Il y aura quelques redites, mais je pense que c'est intéressant de répéter certaines notions pour que ça rentre au niveau de la pédagogie. Et puis de terminer par une note d'espoir, parce que on a tous besoin de ça et c'est aussi pour ça qu'on est ici. L'association, du coup, elle a été créée en 2018. Ce qui est important de souligner, c'est qu'elle est apolitique et asyndicale. Là, on a plaisir à travailler de plus en plus avec le SNMKR, comme on aurait plaisir à travailler avec les autres syndicats de notre profession. Donc, c'est une association de loi 1901. Elle s'est attachée à créer dans un premier temps un label qu'on appelle le label Écoquinet. Ce label, c'est pas vraiment un label, c'est un accompagnement. On a utilisé le mot label parce que c'était un peu une carotte pour attirer les gens, puisque l'écologie, c'est pas forcément la première chose auquel on pense quand on est kiné. Et, euh, et donc, ce label, depuis 2021, a permis de récompenser d'accompagner une soixantaine, donc 60 cabinets dans l'Hexagone et dans les Dom-Tom, donc à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le principe, c'est de nous contacter
Vous avez un audit à remplir en ligne. Et cet audit permet de déterminer ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Et puis, en fonction de ce que vous ne faites pas, du coup, ça vous donne aussi des idées. Donc, il y a un pourcentage d'éco-responsabilité qui est donné. Et ce pourcentage, il est calculé par rapport à vos réponses et aux impacts. Donc, beaucoup des impacts carbone, mais aussi des impacts, on le verra, qui sont importants pour nous, notamment ce qu'on appelle l'écologie sociale, euh, le côté, euh, le côté social de notre métier qui est aussi un gros atout dans cette santé planétaire. Ensuite, on s'est attaché à développer une formation. Donc d'ailleurs, grâce à Alice Barras qui nous a mis le pied à l'étrier, c'est aussi ça qui est beau parce que notre première formation ensemble a été annulée. Puis en fait, de cette annulation, il y a eu cette formation qui s'est créée. On en est à notre sixième journée de formation. Donc, c'est une trentaine de personnes qui ont suivi cette formation présentielle d'une journée où on vient justement aborder les notions d'éco-conception du soin, les notions de santé environnementale et aussi une notion, on verra, de communication et de résistance au changement, puisqu'on a vraiment un côté comportemental en fait dans toutes ces notions-là dont il est important de connaître et puis de monter en compétence dans l'approche. Enfin, on a aussi une rotation d'une quinzaine de personnes depuis 2018 de bénévoles, kinés, qui sont venus prêter main forte. Et donc, je les remercie ce soir pour celles qui sont passées et ceux qui sont passés et puis ceux qui sont encore présents, puisque ça permet vraiment une intelligence collective. Et comme le disait Alice, je pense qu'on fait aussi ça pour nous faire du bien et c'est un bon remède contre l'éco-anxiété d'être dans l'action. Donc voilà. Et puis, pour continuer rapidement sur l'association, on a créé quatre collèges. C'est une association collégiale, donc qui n'est pas pyramidale, puisqu'on essayait aussi d'incarner dans la structure même de l'association nos valeurs. Et donc, ces quatre collèges sont le collège partenaire, dont le SNMKR fait partie. Il y a aussi des IFMK qui font partie. Il y a aussi des organismes de formation. Donc, on voit qu'à plein d'échelles différentes, les gens s'intéressent à cette thématique. Le collège ressources qui du coup est constitué par des professionnels de santé qui sont experts ou expertes dans des domaines spécifiques de par leur profession ou leur expérience ou parcours professionnel. Donc eux, ils vont vraiment nous aider, par exemple sur l'audit, à pouvoir nous orienter ou nous conseiller sur certaines notions qui peuvent être des croyances ou pas, ou avec certaines, on va dire, euh, installations, euh, références bibliographiques. Et puis, donc le collège adhérent et adhérente, donc quand vous adhérez à l'association, l'adhésion est annuelle et nous permet aussi de fonctionner, de pouvoir, vu qu'on est bénévole, de pouvoir nous déplacer dans des IFMK ou dans des formations ou dans des congrès. Et ça vous permet aussi de suivre un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez assister à nos réunions en visioconférence. Et enfin, le collège pilotage qui regroupe les personnes les plus actives de l'association et qui sont sur le terrain le plus de fois dans l'année. Donc tous ces collèges-là sont accessibles à tout le monde. On ouvre grand nos bras et nos portes. Et pas que à des kinés, hein, ça peut même être des patients. Voilà, c'est pour nous, l'intelligence collective est quelque chose de vraiment fondamental et de se réunir autour de la table, d'être le plus nombreux et les plus nombreuses. Enfin, on a créé deux jeux parce que ça, c'est aussi une valeur importante chez nous de transmettre, mais en s'amusant, enfin, de manière ludique, on va dire. S'amuser, c'est parfois, ça peut être pas forcément tout le temps le cas, mais en tout cas, qui est quelque chose de ludique, de créatif. On verra que c'est aussi une crise de l'imaginaire, ce moment que l'on vit. Donc, du coup, on a créé, en s'inspirant de la fresque du climat, la fresque de la médecine de ville. Donc, ça permet de manipuler des cartes et de faire des liens de cause à effet en groupe, toujours pareil, pour souligner l'importance du collectif. Et puis on a créé un jeu de plateau qui reprend un peu de manière géographique du parking de nos patientèles jusqu'à le plateau technique de rééducation, quel levier existe. Nous voilà un petit peu pour les quelques chiffres et ce que l'on fait. On intervient aussi donc auprès de DFMK pour parler de cette santé environnementale et des pistes possibles de solutions. Et donc au niveau des objectifs, et donc c'est pour ça que l'objectif c'était de créer un réseau et des initiatives, puisque l'idée
à la base de la création de cette association, c'était de se réunir à plusieurs pour avancer sur ce sujet-là. En 2018, on n'était pas beaucoup. Et du coup, on est de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est vraiment positif et source d'espoir. L'intervention en formation initiale et en formation continue, comme on l'a dit. Et puis, Alice en a parlé, les co-bénéfices, ça c'est vrai qu'au niveau motivationnel et prise de décision, ça permet vraiment de se dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous freine à prendre ces décisions-là, vu qu'il y a tellement de co-bénéfices, alors pourquoi ne pas tenter? Mais parfois, dans notre cerveau, ça ne se fait pas immédiatement, donc c'est vraiment important de les verbaliser, de les montrer, de les dessiner. Pour le début de l'association, on était sur le prisme zéro déchet. C'était en 2018, donc c'était une, euh, on est toujours sur ce prisme-là, mais on a agrémenté d'autres prismes. Et donc à ce moment-là, on était vraiment sur comment réduire sa consommation, sa production de déchets. Donc c'est intéressant de le penser par rapport au cabinet de kiné. Là, on voit les serviettes sur la table de kiné. Donc, les serviettes peuvent être un bon exemple. Elles peuvent être décriées parfois d'un point de vue de l'hygiène. Donc, ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, aux décisions de chacun et de chacune. Après, ce que je trouve très intéressant ce qu'on trouve très intéressant dans les serviettes, c'est qu'elles permettent de mettre, par exemple, le patient aussi à contribution en lui demandant d'amener sa serviette. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut être facilement euh, mis en place au niveau de l'équipe. Donc, voilà, c'est un premier pas. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête, c'est qu'on ne peut pas tous commencer à faire tous ces trajets à vélo ou tout changer son cabinet d'un seul coup. Et je pense que c'est intéressant de voir ces premiers pas qui, derrière, permettent de passer à d'autres plus importants. Donc la serviette, c'est très symbolique, mais pour nous, c'est aussi important. Après, on a parlé des choix de consommation. En effet, Alice parlait de l'impact du numérique. C'est sûr que c'est un impact qui est assez difficile à calculer, mais au final, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas c'est pas quelque chose d'invisible. Il y a vraiment des énormes câbles sous-marins qui permettent de transférer les données, des énormes data centers, mais on fait tout pour que ce soit invisibilisé. Et donc, du coup, une des solutions qui permettent de diminuer un peu cet impact-là, ça peut être aussi de penser à du reconditionné, de penser à des gestes aussi, de se former sur les gestes au niveau du numérique. Donc, ça peut être de limiter les pièces jointes, de préférer des liens de téléchargement. Euh, voilà, donc c'est des petits gestes comme ça, mais qui permettent de se sensibiliser, de dire que rien n'est neutre et tout consomme de l'énergie et prend de la place. D'un point de vue cabinet, c'est vrai que c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'on appelle la physique du bâtiment. Et si on n'a pas le temps de s'y intéresser, eh ben, il y a des audits énergétiques qui sont très intéressants. C'est important de rappeler aussi qu'un cabinet rénové sera toujours plus écologique qu'un cabinet qu'on fait sortir de terre avec lequel on artificialise les sols. Et donc de s'intéresser à toutes ces problématiques de déperdition thermique qui sont maintenant quand même assez connues. Mais je pense que ce qui n'est pas très connu, c'est la pollution de l'air intérieur. Et donc ça, c'est aussi des sujets, Alice le disait, où c'est important de se former et de se rendre compte dans nos cabinets qu'il y a vraiment des sujets là-dessus. Et donc de ne pas être dans ce paradoxe d'être une structure de soins qui contribue à dégrader la santé des personnes qui viennent chez nous. Le prisme carbone, donc Antoine en a bien parlé, ça va être un petit peu une redite, mais voilà, je trouvais que c'était important aussi de vous le remettre, le fait que notre système de santé pèse 8%, c'est vraiment pas rien, et parfois les gens ont du mal à dire oui, mais du coup, c'est quoi le rapport entre la santé et l'écologie? Bah voilà, on pèse notre part dans le bilan carbone, et donc il y a ce paradoxe, comme je disais avant, que le système de santé français émet énormément de gaz à effet de serre, donc contribue à dégrader la santé de ses usagers, alors que normalement on est censé en prendre soin. Donc on devrait essayer d'incarner au maximum cela. Et donc c'est aussi pour ça que derrière, avec ce prisme-là, par rapport au prisme du zéro déchet, on va être plutôt dans essayer d'analyser, Antoine a dit, avec les différents scopes 1, scope 2, scope 3, et notamment les émissions indirectes, de se dire sur quoi je peux agir moi dans mon cabinet pour derrière limiter les gaz à effet de serre que mon activité génère.
Donc voilà un peu comment ça se répartit. C'était aussi important de voir que c'est pas. On pourrait penser que les structures hospitalières, etc., pèsent énormément dans la balance, mais on voit que finalement la médecine de ville, c'est quand même 23%. Donc c'est pas rien. Et donc ça, on a aussi énormément notre part à jouer là-dedans en tant que professionnel de santé libéral. Alors du coup, quels sont les secteurs prioritaires? Alice a commencé à en parler. En effet, le transport. Le transport, c'est un sujet super important dont il va falloir s'emparer, dont il faut déjà s'emparer, mais réfléchir aussi à plusieurs. C'est important de différencier déjà le transport entre votre foyer et le cabinet. Donc c'est celui-là qui va être le plus important à essayer de décarboner. Donc ça peut être dans la logique de dans quel cabinet vous allez choisir. Est-ce qu'il est proche ou non de votre cabinet? Est-ce que vous avez possibilité de faire du vélo-train? Est-ce que vous avez la possibilité de covoiturer? Est-ce que vous avez la possibilité de prendre des transports en commun, etc. En revanche, les transports, comme le faisait souligner Laura qui est en train de faire un mémoire sur les mobilités actives, quand on fait des domiciles en voiture, eh bien, on évite à des patients de se déplacer. Donc là, il faut aussi se dire, et c'est ça qui est important, c'est aussi de voir quels usages sont à changer et quels usages sont plutôt à valoriser. Du coup, je sais que par exemple, moi, dans la Drôme, c'est compliqué d'engager il y a beaucoup de plus en plus de cabinets qui font moins de domiciles. Et du coup, c'est aussi important de dire que le fait de faire des domiciles, c'est déjà un acte écologique en soi. Enfin, du coup, par rapport toujours sur le transport, eh bien, ce qui va être intéressant sur les co-bénéfices, c'est de se dire que les transports des patients à nos cabinets de kiné euh, eh bien, vont pouvoir être diminués si on se forme et qu'on se forme avec des formations. Ça fait le lien avec le partenaire au début. Mais en tout cas, si on continue de se former et qu'on permet d'être de plus efficace dans nos soins et donc de diminuer le nombre de séances, et donc notamment, je pense à l'autonomisation, donc de quitter aussi les soins passifs et d'être aussi sur des soins de plus en plus actifs qui permettent aux patients de savoir faire, donc il y a aussi un transfert de compétences, eh bien, cette approche-là, euh, eh bien, aura aussi un impact qui permettra de diminuer l'impact carbone de nos soins. Donc ça, c'est important de penser à ce co-bénéfice-là qui est important par rapport à nos formations, dans le choix des formations et dans est-ce que je fais que du passif, est-ce que j'essaie de rendre ma rééducation un peu plus active. On a parlé des médicaments. Les médicaments aussi, on peut agir dessus. Alors évidemment, on ne prescrit pas des médicaments, mais on a un énorme rôle de pédagogie. Je pense à l'éducation à la douleur, il y a de plus en plus de formations qui se font là-dessus et aussi d'entretien, je pense à l'entretien motivationnel, donc d'avoir ce rôle aussi d'écoute et de pédagogie qui va permettre aux patients d'avoir d'autres stratégies que le recours aux médicaments systématiques, notamment sur les médicaments antalgiques. Enfin, un gros secteur qui pèse lourd aussi, le secteur bancaire, parce qu'en fait, l'argent que vous avez sur votre compte ne dort pas. Et donc, en fonction des produits bancaires que vous choisissez, eh bien, ça peut sponsoriser des projets écocidaires qui sont, du coup, par définition, pas ce que l'on souhaite. Euh, Là, je vous ai mis la capture d'écran de Rift, une application qui va vous donner, en fait, en fonction de ce que vous mettez sur un tel produit bancaire, de voir à quoi c'est utilisé. Et donc, ça permet d'ajouter de la transparence bancaire, ce qui n'existait quasiment pas avant. Et le diable se cache dans les détails, pardon, le diable s'habille en Prada. Le diable se cache dans les détails, dans le sens où, c'était pas forcément dans les banques, il y a des produits bancaires, des livrets et des comptes courants qui vont être différents. Donc c'est aussi important de se dire qu'il n'y a pas forcément une banque qui est mieux ou une banque qui est moins bien, mais de bien faire attention aux différents produits bancaires. Donc pensez à ça parce que vu qu'on est prélevé après, donc il y a quand même de l'argent qui s'accumule sur nos comptes. Et donc il faut aussi se dire que cet argent-là, ça peut permettre de limiter notre impact carbone au niveau professionnel. Alors très bien, on a compris pas mal de choses d'un point de vue limitation et production de déchets ou de consommables au niveau du prisme zéro déchet. On a compris pas mal de choses au niveau du prisme zéro carbone. Et comme le faisait souligner Alice, on a une structure, un cabinet de santé qui est vraiment pas mal. Sauf que, du coup, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que cela et donc de créer quand même quelque chose, une dynamique de mouvement bien plus vaste pour avoir encore plus d'impact. Et donc, c'est là où il va falloir réfléchir ensemble.
Et donc, pour réfléchir ensemble, eh bien, ça va être important de augmenter sa connaissance et sa capacité en communication. J'ai parlé tout à l'heure de l'entretien motivationnel. Il y a aussi la communication non violente. Mais en tout cas, toutes ces choses-là, de se rendre compte que communiquer, c'est un art. Et communiquer, ça ne veut pas dire convaincre, savoir convaincre ou savoir être dans l'argumentation et savoir faire le bulldozer pour mener un projet. Ça va être aussi savoir faire preuve d'empathie, savoir faire preuve d'écoute. Et donc tout ça, ça s'apprend et c'est aussi ce qu'on, par des jeux, par des mises en scène, et c'est aussi ce qu'on essaie de transmettre lors de nos formations, puisque l'idée c'est de créer du consensus et d'emmener le plus de monde, d'être le plus inclusif et inclusif possible. Donc du coup, c'est vraiment de se dire que cette communication, ça peut surprendre, mais c'est vraiment un axe aussi à travailler. Et en co-bénéfice, eh bien, on sera de temps meilleur avec nos patients et nos patientes. Et donc du coup, on aurait, enfin, c'est pas, et donc du coup, mais c'est, on sera meilleur avec nos patients et nos patientes. Et en plus, on pourra amener de plus en plus de monde à aller dans ce sens de la santé durable. Je vous ai mis du coup nos trois présidents de syndicats, donc ça manque un petit peu de mixité, comme vous l'avez vu, mais on va espérer que ça changera. Et du coup, voilà, juste pour vous dire que ces structures-là, les syndicats, sont des structures aussi dans lesquelles c'est important de venir s'investir, puisque c'est des structures qui vont relayer, qui ont un fort pouvoir politique et un fort pouvoir de levier. Je pense aussi aux URPS qui sont constitués par des élus. Et donc, du coup, de s'investir aussi dans ces élections où parfois ça manque de personnes. Je pense notamment à un projet qui s'appelle le projet Kiné CO2 qui va bientôt, dont vous allez bientôt entendre parler sur un outil qui va nous permettre de calculer l'empreinte carbone des cabinets. Et c'est grâce à l'argent des URPS. Donc voilà, ça montre vraiment que ces structures sont primordiales et qu'il faut absolument les investir pour qu'on ait dedans des idées qui reflètent cet engagement écologique et de santé durable et planétaire. Et enfin, je vous ai mis aussi la CPTS de chez moi. Mais en tout cas, les CPTS qui sont des nouvelles structures et dans lesquelles on peut pouvoir aussi parler de ces sujets-là, former, sensibiliser. Donc, c'est aussi des structures avec ressources pour développer de manière collective ces enjeux et avancer ensemble. Enfin, le dernier prisme qui est très important, c'est le prisme social. Et je pense que ça, c'est aussi important qu'on sache le valoriser. Pour nous, on est des travailleurs et des travailleuses sociaux aussi, dans le sens où on a un vrai rôle d'écoute, d'intervention. On intervient sur plein de couches sociales différentes. Et donc, à travers ça, on a un peu ce rôle, ce syndrome du sachet de thé qui va infuser dans l'environnement dans lequel il est. Et donc, voilà, c'est un petit exemple. Là, je vous ai mis en photo dans un cabinet labellisé où ils ont mis des petites notes pour avoir des informations ou des recettes ou des gestes à tenir ou ouais, des recettes végétariennes, etc. Ça peut faire sourire, mais c'est aussi un moyen de transmettre de l'information et de se dire que nos cabinets de santé sont des structures de sensibilisation et d'utiliser à fond ce potentiel-là. C'est pour nous une démarche très intéressante. Ça peut aussi d'avoir des arceaux pour les vélos qui permet d'inciter les patients et les patientes à venir en mobilité active. Enfin, dans la formation que l'on va faire, c'est aussi d'orienter nos formations vers de la prévention, on en a parlé, la prévention en santé et la promotion en santé. Le Shift Project, justement, parlait de ces thématiques-là pour montrer que pour atteindre une neutralité carbone du système de soins en France pour 2050, on a besoin de s'investir là-dedans. Et du coup, c'est important de se rendre compte que ça fait écho à ce qui se passait sur le partenaire de formation en début de visio. On est sur des formations qui ont été très techniques jusqu'à présent. Et du coup, je pense que c'est important qu'on se forme et qu'on monte en compétences vraiment sur ces enjeux de prévention et de promotion en santé qui vont nous permettre par la suite de pouvoir intervenir en amont des pathologies et du coup d'être encore plus efficace en termes d'impact carbone ou d'accès aux soins et notamment aussi de lutte contre les inégalités sociales. Parce que ça aussi, c'est aussi une thématique qui nous est chère maintenant enfin, c'est pas maintenant, mais c'est une priorité de cette année pour les éco-kinés. C'est en tout cas de montrer que à travers ce réchauffement climatique, on l'a vu aussi avec Antoine sur
les pays qui sont concernés, mais du coup, rien qu'en France, les gens qui sont concernés par le réchauffement climatique, donc ce n'est pas toutes les catégories sociales, donc c'est aussi important de s'investir là-dedans et de peut-être changer certains récits. Je sais qu'on a eu beaucoup de récits sur l'équilibre du sport, par exemple, etc. Mais c'est aussi important de se dire qu'on a besoin de s'investir dans ces catégories sociales qui déjà ont des difficultés à avoir de l'accès aux soins, mais en plus subissent de plein fouet bien plus que les autres le dérèglement climatique. Et voilà, du coup, on ne s'est pas concerté avec Antoine, mais comme quoi c'est beau, je vous remets le donut. Donc il en a parlé de ces deux limites. Et en fait, je trouve que cette donut économie, ça montre à quel point l'être humain peut être créatif. Et donc de se dire que c'est pas parce qu'il y a un deuil à faire, en effet, il y a un deuil à faire de cette planète que l'on pensait illimitée, de ressources illimitées, et dans lequel cas on a été vraiment un peu biberonné à tous ces récits-là. Et par contre, il y a plein de nouveaux récits à créer ensemble, et donc ça, c'est super enthousiasmant. L'être humain est une espèce très très créative, et notamment quand elle a des limites, parce qu'il y a énormément de choses à réinventer. Et donc c'est vraiment, nous, à travers l'association des éco-kinés, notre souhait, et du coup, comme le disait Alice et Antoine, il y a énormément de personnes maintenant qui travaillent sur ces alternatives-là. Et donc voilà, toujours avec cette idée d'avoir une santé durable et de protéger la biodiversité et évidemment de partager aussi les richesses et donc de diminuer les inégalités. Voilà pour moi. Et oui, et donc pourquoi pas se retrouver à Lyon, puisque du coup on va inaugurer notre première formation avec l'ONREC, qui est l'organisme de formation attaché au SNMKR. Je fais de l'autopromo. Merci Étienne pour cette belle autopromotion. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi hein, des demandes du SNMKR en effet, et parce que ça s'appuie aussi sur des recommandations scientifiques, entre autres du Shift Project, de développer et de rendre plus accessibles les formations sur ce sujet. Vous les avez évoqués tous les trois, il me semble que c'est un enjeu fort pour mobiliser les acteurs de santé dans ce sens-là. Merci beaucoup à tous les trois de ces interventions très riches et très intéressantes. J'espère que ça a plu aux participants. J'ai une question à vous soumettre là dans le public. Moi, j'en ai une autre également. Alors, je vais peut-être vous la poser tout de suite. Je pense que c'est quelque chose auquel vous pouvez tous les trois répondre. Tout simplement, là, est-ce que chacun, vous aurez un petit exemple concret d'une structure, d'un cabinet de santé là, qui a une démarche éco-responsable que vous souhaiteriez partager, là, quelqu'un que vous connaissez ou chez vous, qui est en place et qui peut se faire peut-être facilement, pour mettre un petit peu de concret là l'équivalent de la diapo du lundi en fin de congrès. Euh, Ce serait quoi là, ce que vous souhaiteriez partager? Je commence puisque mon micro est encore ouvert, comme ça laisse les autres le temps de réfléchir. Non, j'avais alors c'est plus, je vais pas être très précis, mais en tout cas j'avais en tête une structure euh, à Grenoble qui c'était un cabinet du coup pluriprofessionnel et qui du coup avait cette idée d'horizontaliser et donc de travailler à plusieurs professionnels de santé et donc de mettre en commun, c'est-à-dire que il y avait un côté en fait l'argent qui était payé par les actes de soins était remis dans une caisse commune et donc ça permettait de un peu salarier quelque part les professionnels de santé et donc, dans cette notion de salariat, il y avait aussi la notion de temps consacré à des projets de promotion et de prévention en santé. Et du coup, des notions voilà, de réunion, de coopération, et qui étaient installées dans un territoire prioritaire en termes d'accès aux soins. Donc voilà, ça, on va dire que c'est pas directement écologique, mais il y a cette notion, je trouve, qui m'avait bien parlé de soins coordonnés, et donc d'efficacité aussi, je trouve, cohérence avec des populations qui en ont besoin rapidement. Voilà, j'étais encore dans la dimension sociale de ma fin de diapo. Mais en tout cas, ça montre Oui, donc là, on que touche au... Ok. c'est une structure aussi créativement complètement différente de ce qu'on peut avoir en tête et qu'ils ont réussi à le faire. Donc, on peut s'appuyer aussi sur ces exemples-là. Ouais, donc là, c'est un mode de rémunération différent du coup pour créer du changement, quoi. Ok.
Bah, moi, je veux Oui, bien Alice? partager sur ce sujet-là. J'espère, Mathieu, déjà que toi, tu vas partager aussi sur ce que tu fais. Je pense que ça pourrait quand même être un super bel exemple. Et bah, des structures qui font des trucs, on va dire, des trucs avec des guillemets, bah, il y en a plein en fait. Moi, j'en rencontre tout le temps en formation, en conférence, voilà, même dans ma vie privée, on va dire, par exemple en cabinet de kiné. Alors, c'est peut-être pas aussi valorisé qu'on le fait ce soir, mais il y a plein de structures qui sont déjà dans cette démarche, qui est surtout une démarche de bon sens à la limite. Et puis, bah voilà, après, ça dépend ce qu'on appelle cette démarche. Donc, ceux qui viennent suivre une formation, ils sont dans la démarche. Celles et ceux qui commencent à réfléchir sur l'usage unique, ils sont dans la démarche. Celles et ceux qui s'engagent dans leur structure ou au-delà de la structure sur leur territoire en association, ils sont dans la démarche. Donc, enfin, voilà, c'est difficile d'avoir un exemple précis. En tout cas, il y en a plein, ça c'est sûr. Voilà, je te laisse partager peut-être. Ouais, non, mais je pense que ça, en fait, c'est très important de le dire parce qu'il y a, je pense, énormément de cabinets de professionnels de santé qui sont dans certaines démarches sans forcément en prendre conscience. Et en fait, on a tous au moins un truc auquel on a pensé. Et en fait, il suffit de se le partager et du coup de voir si on peut faire une autre. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, ben, alors si on a bien étudié vos propos, ben, déjà, je suis kiné et du coup, je vends pas des médicaments. Donc, c'est bien déjà. Voilà, un message d'espoir à nos auditeurs. Après, ben, sinon, moi, un changement qui m'a, qui m'est convenu à moi personnellement, en tout cas, ben, tous les jours, je vais au boulot en vélo-train. Et donc, ben, non seulement ça me fait mon petit défouloir, un petit peu de sport tous les jours, et puis ça me fait ben, 2 fois moins de dépenses tous les mois, parce que le TER, c'est pas cher et le vélo, c'est gratuit. Voilà. Et puis en plus, en arrivant dans mon cabinet, ben, je deviens un petit peu ambassadeur parce que tous les patients ils me voient arriver à vélo. Et du coup, ben, ça crée du débat et ça les motive à s'engager dans la mobilité active aussi. Voilà. Après, en effet, comme tu as dit, Alice, il y a plein de manières d'agir. Il faut trouver les trucs qui nous correspondent. Après, peut-être en avoir parlé en équipe, du coup, comme tu as dit, parce que ça qui est important aussi, c'est définir un peu la vision du collectif d'où on travaille, quoi. Je ne sais pas si Antoine, tu as une idée. Alors, je sais que vous avez un Ouais, super projet vous, sur la gestion des médicaments dans votre ouais, bah structure. disons que ce qui est, bon, sur la gestion des médicaments, je peux pas trop en parler comme ça parce que c'est un peu compliqué, mais grosso modo, Ouais, on travaille beaucoup sur la question des pénuries et de la justice distributive d'une ressource en raréfaction, en l'occurrence le médicament. Mais dès lors qu'on se pose la question de comment gérer une ressource rare comme le médicament et qu'on arrive à trouver des solutions collectives à l'échelle locale en considérant que c'est un bien commun, donc voilà, ça c'est aussi un mot à essayer d'intégrer. Bon bah, si demain on arrive à gérer des médicaments en raréfaction entre guillemets sans se taper dessus, bah il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire pour l'énergie, la bouffe, l'eau, etc. Bon, et c'est des démarches collectives qui et Enfin, Étienne en parlait, la question du collectif est absolument au centre de tout. Et donc là, bah, d'autres petits exemples très factuels. En juin, en septembre, on va faire 2 ateliers sur les lombalgies avec des kinés, évidemment. Et pour le coup, bah, on va intervenir, on va sortir de nos pharmacies et on va venir parler médicaments pour justement questionner le bon usage, questionner la gestion de la douleur, questionner le non-usage des médicaments. Et c'est chouette parce qu'en fait, moi, pharmacien, en fait, je suis le gardien des poisons. Je suis pas un vendeur de boîtes. Techniquement, je suis là pour faire en sorte que il y a un bon usage, que les gens soient stabilisés à la dose de médicaments minimale efficace, qu'on utilise le moins possible de médicaments, parce que c'est aussi le signe que les gens sont en bonne santé, hein, voilà. Et donc peut-être s'il y a quelque chose à dire, bah, il y a des endroits où il y a des pharmaciens qui sont très dynamiques, dans des MSP, dans des CPTS, hein, il y en a de plus en plus. Donc en tant que kiné, bah, il y a peut-être aussi, bah, si vous voyez qu'ils spontanément ils viennent pas, bah, peut-être aller les chercher parce que il peut y avoir aussi de bonnes surprises, hein. On est un métier qui est en pleine mutation, qui se pose beaucoup de questions. Nous, on est un petit collectif de pharmaciens, on fait aussi notre part justement pour faire bouger un peu nos institutions sur ces questions-là, ce qui est pas toujours facile parce qu'on est encore une profession très capitalisée.
C'est encore des fonds de commerce, donc ça pose des questions d'intérêt individuel qui peut-être sont pas les mêmes que quand on a décapitalisé son activité, que voilà. Alors je sais pas chez les kinés si ça se fait toujours de vendre des patientèles, mais je pense que c'est de moins en moins, peut-être de moins en moins vrai. Je sais pas, je pose une question naïve. Ça dépend un petit peu des territoires aussi et Ça du dépend des zonage. territoires. Donc bon, voilà, disons que bon, faut pas hésiter à essayer d'aller chercher les gens ou à essayer de regarder différemment, poser le regard sur ce qui existe déjà et en fait se rendre compte qu'il y a plein de trucs et que s'intégrer dans cette dynamique-là ou apporter quelque chose de nouveau, bah, en fait c'est extrêmement enrichissant individuellement, c'est extrêmement enrichissant collectivement et puis clairement on se fait plaisir. C'est ça, bon, tout à l'heure, j'étais très pessimiste sur la présentation parce que je savais que derrière, Alice et Étienne allaient mettre des bonnes couches d'optimisme. Mais clairement, on se fait plaisir là-dessus. Donc, il y a plein de choses. Faut juste changer de regard et s'extraire un peu de son milieu. Voilà, être le poisson volant. Je vais terminer là-dessus. Se sortir un peu de son milieu pour voir les choses différemment. Super, merci. Alors, les langues se délient là sur les questions, donc j'ai offert part des questions qui ont été posées. Alors, il y en a une qui était au moment où tu parlais au départ, Antoine, qui est un petit peu globale, je pense. Alors, ne faudrait-il pas reconnecter la population au vivant, à ce qu'est une vraie forêt, pour qu'il y ait un éveil des consciences? Si, enfin, oui. Mais bon, il y a enfin, quelqu'un qui est coincé entre deux voies d'un périph parisien. Bon, alors je peux que, enfin, comment dire. Moi, j'ai eu la chance de grandir sur le parc naturel régional du plateau de Mille Vaches, donc voilà. Mais quand j'étais gamin, mes principaux problèmes, c'était essayer d'attraper des truites à la main, ce qui n'est pas bien. Mais bon, j'étais enfant. Donc effectivement, le fait d'être au contact de la nature te donne des dimensions et une sensibilité différents. Donc oui, il faut se poser la question du contact et de la prescription de nature, comme disait Alice. Peut-être que demain les kinés peuvent être des prescripteurs de nature et connaître localement des endroits qui permettent l'espace d'un instant de pouvoir contempler un endroit qui n'aura pas été massacré par l'artificialisation des sols. Bon, après, ça soulève tout un tas de questions qui sont d'ordre politique, donc faut aussi s'engager et voilà, et je terminerai en disant, bah, vous pouvez écouter et lire Fatima Wassak pour une écologie pirate. Voilà. Petit conseil de lecture. Euh, mais la biodiversité est évidemment peut-être l'enjeu le plus important. Au-delà du carbone, etc., je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu énorme autour de la biodiversité. Donc j'en sais rien, achetez des graines, mettez-les dans des poches, et quand vous allez au cabinet de kiné en vélo, jetez des graines dans les talus si vous en avez la possibilité. Ça aussi, c'est petite technique possible. En tout cas, c'est vrai que bon, Alice, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, et puis je sais que c'est un de tes sujets, également le diplôme universitaire qu'on est en train de suivre. Là, on sait qu'il y a des études qui sont en cours là, sur la prescription de nature. Donc, il y a pas mal de données qui arrivent là-dessus. Une autre question où tu voulais compléter peut-être, Alice. Ouais. Non, non, j'allais juste dire si, enfin, pour creuser ce sujet-là, il y a pas mal de ressources sur l'Institut Michel Serres autour de la santé commune. Et donc, c'est vraiment de reconnaître effectivement qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie sans préservation des milieux naturels. Donc, voilà, on parle souvent d'espèces nuisibles, mais c'est bon, c'est un peu l'être humain qui est l'espèce nuisible. Donc, c'est de remettre les choses à leur place. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien inverser le schéma des déterminants de la santé comme j'ai fait tout à l'heure. En fait, c'est la base. Mais il faut qu'on réapprenne ça. On fait partie de la nature, hein. Il y a pas photo. Mais il faut qu'on réapprenne et qu'on soit humble, en fait, aussi. Humain et humble. Voilà. On va pas... Alors, une question peut-être un peu plus technique, professionnelle. Enfin bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais vous la poser. Est-ce qu'il y a des études sur la répartition optimale, entre guillemets, des cabinets sur un territoire, en fonction peut-être de la population, pour limiter au mieux les émissions de gaz à effet de serre liées au transport? Attention aux contraintes
que ça peut faire venir ce genre de proposition-là. Il faut faire hyper attention en fait. C'est justement ça l'idée, c'est de s'organiser pour éviter d'arriver à toi tu vas te mettre ici et toi tu vas te mettre comme ça et il va falloir faire comme ci et comme ça. Donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'il faut s'organiser ensemble et avoir cette approche proactive. Peut-être Étienne, tu peux mieux répondre que nous. D'ailleurs Mathieu, tu sais répondre à la question. Je sais pas moi pour les cabinets de kiné. C'est pas ça. Oui, bah, c'est vrai que là, du coup, ça touche un petit peu à la restriction d'installation, en fait, quelque part. Donc, en tout cas, à travers les échanges que j'ai avec vous, avec d'autres, dans différents contextes, on voit que c'est aussi par des initiatives de territoire qu'on résout des problèmes et pas forcément avec une réglementation nationale descendante. Et en fait, quand on met en capacité les territoires de travailler ensemble, on sait que là, les solutions, elles viennent et elles sont multiples, les solutions. Et c'est pas forcément parce qu'on met les mêmes professionnels, même nombre dans un même endroit que ça va forcément marcher. Parce que des fois, c'est une profession qui va faire telle action, telle action de prévention, tels actes thérapeutiques. Et sur un autre territoire, ça va en faire d'autres. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des compétences communes, des fois entre professions, parce que ça permet d'avoir un certain nombre de souplesse. En tout cas, pour répondre de façon très brute à la question, moi, j'ai pas de connaissances d'études là-dessus. Mais par contre, il y a beaucoup de retours sur ce que je viens de dire et ça pourrait se partager après ce webinaire, bien sûr. Allez, une question qui est posée ensuite. Donc, c'est la dernière, à ma connaissance, qui a été posée là. Mais après, il va falloir aussi qu'on prenne soin de nous. C'est aussi ça l'écologie et qu'on ne se couche pas trop tard. Connaissez-vous des ressources que nous pouvons consulter concernant les produits d'entretien autorisés et éco-responsables? Je pense que Alice a une petite idée. Et cette personne vous dit également bravo et merci pour vos présentations. Ok, bah peut-être Étienne, tu voudras compléter. En fait, quand on pense à des produits d'entretien et des infections, la première chose, c'est les recommandations professionnelles. Souvent, on est dans la surqualité, souvent on désinfecte à gogo au lieu de juste nettoyer ou de fois juste rien faire du tout. Donc déjà, la première étape, ça va être ça. Et ensuite, alors si c'est pour donner des marques de produits éco-responsables, je ne le fais pas. Donc, je pense qu'il faut avoir quelques critères en tête, notamment de savoir lire les pictogrammes de danger pour les produits chimiques dangereux, enfin pour les agents chimiques dangereux, et puis les fiches données de sécurité. C'est un petit peu casse-pied, mais assez vite on comprend ce qu'il faut prendre ou pas prendre. Alors, ça dépend, par exemple, sur du matériel critique avec un acte invasif, etc. On va avoir forcément des produits cracra. Enfin, pour le dire un peu bêtement, mais voilà, il y a des choses on peut pas contourner. Et à un moment donné, il y aura sûrement un poisson mort sur l'emballage, mais il faut respecter aussi les recommandations professionnelles. Et c'est pour ça que c'est aussi important de travailler ensemble pour voir comment on peut faire évoluer ces recopros. Donc voilà, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais voilà, trouver le bon équilibre, on va dire. Et attention aussi aux risques émergents, aux perturbateurs endocriniens. Donc, il y a quelques infos à aller chercher. Étienne, je te laisse compléter peut-être. Ouais, ben, je pense que avec les associations aussi, Santé publique France, Association de la santé planétaire, je pense que c'est des ressources qui sont super intéressantes. Et nous, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a trouvé pas mal d'infographies, de chiffres qui ont été assez, pour ma part, choquants, notamment on a tout tendance à penser à la pollution de l'air extérieur, et en fait, on se rend compte que la pollution de l'air intérieur est vraiment problématique. J'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de décès par an, c'est énorme. C'est des dizaines de milliers en France, il me semble. Donc voilà, c'est un sujet dans lequel c'est vrai qu'on n'est vraiment pas du tout formé et c'est important de s'en emparer. Je pense qu'il y a quand même des petites choses déjà qu'on peut, rien qu'aussi sur la circulation d'air, je parlais tout à l'heure sur la physique du bâtiment aussi, des VMC, des choses comme ça, d'aérer, des trucs qui paraissent toutes bêtes, hein, mais aérer. Voilà, je dirais ça. Alors, il y a Alice qui vous transmet un lien complémentaire, mais du coup, comme moi, j'ai pas accès au Facebook Live directement, je leur copie indirectement là, pour qu'on vous la transmette dans le chat. Hop, voilà, il faut faire trois intermédiaires pour que ça vous arrive, mais c'est en cours. Voilà.
Ben, Ok, sinon, dans le PDF ouais, que j'avais transmis, il y a ouais. des ressources et des liens. Ouais, ouais, donc ça, Alors, c'est le allez PDF que vous chercher. avez dû recevoir il y a à peu près une demi-heure qui a été transmis en commentaire. Donc voilà, Alice, ça a été transmis, ouais, c'est bon. Super. Ben, merci beaucoup encore une fois à tous les trois. Merci à tout le monde d'avoir participé. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voit que là, c'était des interventions multiples, pluriprofessionnelles. Et donc, on voit que c'est vraiment un sujet transversal. Et donc, nous avez tous partagé qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives en cours. N'hésitez pas, chers auditeurs, si jamais vous voulez d'autres retours concrets qu'on a sous la main, on a tous des petits supports là qui nous ont été présentés. Donc, je pense qu'on va pouvoir vous mettre mon adresse mail là dans les commentaires. N'hésitez pas à faire une demande et puis on vous envoie ça. Il y a plein d'idées qui sont partageables, qu'on a déjà partagées, si ça peut vous aider à donner des idées. Ça me fait rappeler, il y a à peu près un an, il y avait un questionnaire qui avait circulé sur les réseaux sociaux à toutes les professions libérales sur la santé environnementale. Et moi, j'avais retenu deux grands types de réponses qui étaient arrivées. Enfin, trois grands types. Enfin, la première, c'était on est intéressé. Et il y avait deux tiers de kinés qui avaient répondu, en fait. Donc, on voit déjà que vous étiez sensible à ça. On est intéressé, mais on ne sait pas quoi faire. On n'a déjà pas de thunes, alors c'est compliqué de financer tout ça. Sur le je sais pas quoi faire, je pense que là, ce soir, vous avez déjà beaucoup d'infos et plus les supports qui vont arriver, donc ça donne déjà une bonne piste. Le financement, eh ben, je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, comme tu as dit, Étienne, de collaborer entre structures pour arriver un petit peu à changer le système. Déjà, il y a eu des premières pistes qui vous ont été données ce soir sur le co-bénéfice. On voit qu'il y a beaucoup de co-bénéfices en santé et économique dans les actions environnementales. Ben voilà, comme vous l'avez compris, au SNMKR, on s'engage sur ce sujet. Je vous rappelle qu'il y a l'enquête en cours là, à laquelle vous pouvez toujours répondre, voilà, qu'on étudiera sérieusement. Notre commission santé-environnement, il reste quelques places, donc ben, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre pour donner votre avis là-dessus et faire avancer un petit peu dans le sens euh, qu'on s'est dit ce soir, dans lequel il faudrait aller. Voilà, donc je vais clôturer là-dessus. Merci à tout le monde et passez une bonne fin de soirée. Merci à tous. Bye bye.